Bienvenue tout le monde à l'Informel. Cette semaine, je m'assois avec Michel Picard, qui est un animateur de radio et de télé qui célèbre cette année ses 50 ans de carrière. Depuis ses débuts le 7 février 1972 à Saskatoon, il a parcouru le monde grâce à son métier. C'est cependant lorsqu'il s'est arrêté à Ottawa qu'il a décidé de s'y établir de façon permanente. Après plusieurs décennies pour Radio-Canada, il anime aujourd'hui l'émission du retour à la station Unique FM. Et on est reparti pour une autre émission de l'Informel. Et aujourd'hui, je dois dire que je suis particulièrement fier de l'avoir. C'est drôle parce qu'on est relativement liés. Bon, on est, il faut le dire, collègues à Unique FM. Oui. Et puis, la journée où moi, je suis rentré à Unique FM, toi, tu fêtais tes 50 ans de carrière. Ouais. Là, je t'ai regardé, puis je me suis dit, OK, ça marche pas dans ma tête. Là. Moi, dans ma tête, tu avais peut-être début soixantaine, mais je me disais, avec 50 ans de carrière, c'est pratiquement impossible. Il ne peut pas avoir commencé à 12 ans, malgré qu'il y a des jeunes prodiges aujourd'hui. Mais là, j'ai fait le calcul, mais tu es dans une forme resplendissante, Michel. Tu es tellement gentil. Quand tu as dit « je suis chanceux de l'avoir », vivant, tu aurais dû ajouter. Écoute, j'ai commencé jeune, j'admets, là, mais oui, 50 ans, je ne pensais jamais me rendre là. Jamais, jamais, jamais. Alors, je ne cache rien, j'ai 71 ans, puis je ne pensais pas me rendre là, surtout dans ce métier, qui est le plus beau métier au monde, mais c'est pas facile. Il y a beaucoup de chance là-dedans, être au bon moment, au bon endroit, etc. Là, tu me dis que tu avais commencé à Saskatoon. Oui. En 72. C'est drôle parce qu'on fête ici le 50e anniversaire de la station, qui est le 4 avril, qui était le 4 avril. Toi, tu as commencé le 7 février. 7 février. Comment tu as reçu l'appel, justement? Mais l'appel, je voudrais remonter avant, l'appel de la communication. Ça a parti de où, ça, pour faire ce métier-là? Alors ça, je vais être très franc. Quand j'étais petit, là, on m'avait donné un petit transistor, tu sais, avec l'antenne. Les gens qui nous regardent ont peut-être connu ça, le petit transistor avec l'antenne, cadeau de ma grand-mère. Je me cachais dans mon lit tous les soirs. Je trichais, puis j'écoutais la radio, surtout américaine, parce que les ondes AM rentraient la nuit. Donc, des matchs de baseball à Pittsburgh, puis des matchs de tout ce que tu peux imaginer, la météo à Philadelphie, puis des émissions vraiment, des talk shows incroyables. Je parlais anglais à l'époque, puis je parle encore anglais, je suis chanceux, donc je comprenais. Ça me fascinait, cet univers-là. Puis j'écoutais évidemment les stations populaires à Montréal. CJMS, c'était le top du top. Ouais. Puis je fais une parenthèse, j'écoutais Michel Desrochers, qui était une star à CJMS, faisait le palmarès, lui, l'après-midi. Puis je rêvais donc de faire ce qu'il faisait. Les années passent, OK, je vais dans ce domaine-là, j'arrive à Saskatoon. Là, à Saskatoon, je travaillais du lundi au samedi, OK. Tu sais, ton horaire, tu le trouves difficile, là? Mais là, je faisais de 6 heures du matin à midi. Je revenais à 5 heures à faire de 5 à 6. Puis le samedi, il me donnait l'après-midi en me disant « Tu vas pouvoir dormir le samedi matin ». Fait que je faisais de midi à 6 heures. Ça, c'était mon horaire. Donc, je suis samedi après-midi assis dans le studio de Saskatoon, seul. Tu t'opères, tu mets des disques, donnes la météo, puis tu parles des fermiers, parce qu'il y a beaucoup de fermiers qui nous écoutaient. En 72 à Saskatoon? En 72, l'été 72. On n'avait même pas d'air climatisé, on ouvrait la fenêtre, OK? Là, je vois un gars entrer dans mon studio. Je le reconnais, et c'est Michel Desrochers, que j'écoutais à la radio, qui était une star incroyable, qui est décédé aujourd'hui. Belle carrière, là, vraiment, en radio privée. Il a fait de la télé aussi. Il rentre dans le studio, puis il se présente, Michel Desrochers, je vous ai reconnu. Il dit, là, je suis en vacances, je fais le tour du Canada, puis j'arrête dans chaque station de radio que j'entends, parce que je veux voir comment ça se passe. Fait que, comment ça a fini, je l'ai invité à manger un spaghetti à la maison. Je peux me vanter de ça. Il est venu manger, puis il est reparti en vacances. Donc, tu sais, écoute, c'est hallucinant. Puis j'avais quoi, 21 ans, là, tu sais. Quand t'es arrivé, l'appel, justement, avant de te rendre à Saskatoon, à un moment donné, on t'appelle, on dit « Monsieur Picard, on a besoin de vous à Saskatoon ». Comment ça s'est passé, justement? OK, bien ça va être... Je vais te conter ça de façon bien, bien simple. J'étais un maniaque de la radio, donc je l'écoutais, je jouais, je changeais des disques, là, puis j'attendais que ma mère soit pas là pour faire du bruit, là, puis je changeais les petits 45 tours. Puis à un moment donné, bon, ben je vais à l'université. Dernière année d'université, je fais de la suppléance, puis j'ai fait de la suppléance à Montréal, à Pointe-Saint-Charles. Derrière l'école où je faisais de la suppléance, c'est là qu'ils vont des Champs aînés puis Lise Payette. Un autre hasard, parce que j'avais dit aux jeunes, vous allez pouvoir sortir d'ici, eux autres, ont été capables de sortir de Pointe-Saint-Charles puis Saint-Henri. Ils ont du mérite. Parce que les jeunes qui habitent là, c'est des pauvres. C'était très pauvre. Puis si j'avais eu l'emploi, c'est parce que je mesurais 6 pieds puis j'étais costaud parce que c'était tough. Ça a l'air banal. Fait que je fais de la suppléance. Puis là, j'entends à la radio que tous les mardis, Radio-Canada fait passer des auditions. Il s'agit juste de s'inscrire.
Je m'inscris. J'avais jamais fait de la radio de ma vie, mais je sortais de l'université, je faisais de la suppléance. Fait que je vais faire l'audition, puis c'est Henri Bergeron, qui était le chef annonceur. Grand Henri Bergeron. Henri Bergeron, qui était là, qui les faisait passer. Il donne un texte, ça dure 1 heure. Il y avait plein de mots difficiles à prononcer. Ils te font un petit test de culture, puis ça reste là. Et puis, quelques semaines plus tard passe, le téléphone sonne. Je me rappelle, on était dans un genre de repas de famille, un dimanche après-midi. Écoute, dimanche après-midi. Et mon père dit, il y a une belle voix, le monsieur qui appelle. C'était Henri Bergeron. « Bonjour Michel, Henri Bergeron. » Moi, je pensais perdre connaissance. Et il me dit, écoute, il dit, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là dans ton audition. Il est sûr, il dit, il y a beaucoup à apprendre, mais il y a quelque chose là. Donc, il y a 2 postes disponibles si tu veux commencer à la radio, puis faire la nuit, l'après-midi, le matin, ou toute autre chose qu'on te demandera de faire. Toute autre chose connexe. Il dit, il y a Chicoutimi qui aimerait t'avoir, ou Saskatoon. Pour moi, Saskatoon, c'était les chevaux dans la prairie. Moi, j'aime les voyages. Et écoute, ça me fascinait. J'ai dit, je prends Saskatoon. Mais il dit, t'es sûr? C'est Puis loin. il dit, dans le fond, il dit, t'as raison, moi je viens de Winnipeg, tu vas être heureux dans l'Ouest. Et c'est là que je suis tombé en amour, 1, avec la radio, 2, avec le communautaire, parce que les gens se tiennent serrés. Beaucoup d'Ukrainiens, on parle d'eux en ce moment. C'est plein de familles ukrainiennes dans ce coin-là. Fait que j'ai fait Saskatoon, puis là, le reste, c'est l'histoire. Je suis passé de Saskatoon à Vancouver. Puis après 5 ans et quelques, Vancouver-Ottawa. Puis là, j'ai jamais voulu quitter la région ici parce que j'aime ça. Ben, tu es originaire d'ici. Hein? Tu es originaire de Moi, je suis originaire de Montréal, en théorie. OK. Puis j'ai été, c'est compliqué un peu, élevé en campagne par ma grand-mère en Beauce, sur une érablière. Puis je trayais les vaches quand j'étais petit. Là. On écoutait le country, là. C'est ça qu'on écoutait. Peut-être ça qui m'a donné le goût aussi de faire de la radio. Peut-être. Je me souviens des débuts de René Martel, puis de Tiblan Richard, là, puis de Marcel Martel. Là. C'est ça, c'était les idoles à l'époque. Fait que ça fait loin. C'est sûr, quand on évoque des gens qui sont malheureusement décédés aujourd'hui. C'est incroyable. Henri Bergeron, entre autres, puis plein de gens. Mais ce qui m'a fasciné, quand je suis arrivé à Saskatoon, le directeur, c'était Jacques Landry, qui vit encore. Il est à Québec aujourd'hui. Puis Jacques, il vient me chercher à l'aéroport. L'aéroport à Saskatoon, à l'époque, là, c'était, tu sortais les 2 pieds sur l'asphalte, tu marchais jusqu'à un hangar, puis ta valise était là. Il y avait C'était ça, l'aéroport de Saskatoon. Ils ont offert un tour de ville. Ça ne sera pas trop long. C'est quand même une grande ville aujourd'hui. Assez grande, mais à l'époque, c'était plus petit. Fait qu'on fait le tour de ville. Puis il dit là, je t'amène à la station. Hey, on est le vendredi. Là. Demain, si tu peux rentrer, l'annonceur va te montrer comment ça marche parce que tu commences lundi matin. Ah, c'était vraiment de se garrocher, finalement, dans la gueule du loup. La station de Saskatoon, qui était l'une des plus belles de l'Ouest, qui appartenait à des fermiers, c'était comme une coopérative affiliée à Radio-Canada. Donc, ils achetaient des émissions de Radio-Canada, mais le reste était local. Et on remplaçait les annonces. Et l'annonce à la radio de Radio-Canada à l'époque, on les enlevait et on mettait nos annonces à la place sur des rubans, là. Je me souviens de faire ça tout en opérant. Et quand on disait couper, c'était vraiment littéralement couper le ruban. Tu sais, là, on va oublier les répondeurs, le téléphone intelligent, oublie ça. C'était le ruban, puis c'était le gros micro. Puis il y avait une fenêtre dans le studio. Puis je dis, qu'est-ce qu'on fait pour la météo et tout ça? Bien, il dit, regarde, il y a un thermomètre de l'autre côté de la fenêtre. Quand tu arrives le matin, là, parce que c'était l'hiver, frotte-les un peu, parce que sinon, tu vas avoir de la neige dessus. Alors, j'arrivais le matin, j'allais frotter mon thermomètre. Puis l'été, j'ouvrais la fenêtre. On est loin de la météo en ligne comme on a aujourd'hui avec regarde, des... Je me demande même comment je pouvais remplir l'émission parce que tu passes de la musique, oui. Là, il y avait 2 journaux anglais. Comme je parlais anglais, je pouvais traduire. On avait les nouvelles de Radio-Canada. Bon, ça remplissait l'émission durait 4 heures. Mais là, pour avoir des invités, il fallait que je fasse ça dans l'heure du souper la veille. Parce qu'il n'y a pas de téléphone, pas de répondeur. Donc, si tu veux quelqu'un pour le lendemain matin, tu l'appelles entre 6 et 7. Si c'est un fermier, il est en général à l'étable, sa femme fait le message. Parce que c'était là comme on dit, on bouquait les invités. Je faisais ça dans l'heure du souper. Mais pour être sûr tu apprends ton métier, par exemple. Oui, tu dois apprendre, sans dire apprendre sur le tas, c'est le cas de le dire. Tu me racontais aussi qu'il y avait un animateur, parce que là, on parle de ruban, mais on parle aussi de 45 tours, de 33 tours. Tu me racontais une anecdote assez savoureuse sur un animateur qui, disons, se laissait aller dans le studio. Ben écoute, on avait 3 tables tournantes. OK? L'une, c'était pour le disque qui jouait. L'autre, c'était pour le disque qu'on voulait faire jouer. Puis le troisième, c'était au cas où.
OK? Si tu voulais faire comme on dit, des enchaînements. Ça fait que lui, il faisait l'émission country. Puis c'était un gars, il était populaire. Écoutez, c'était numéro 1, lui. C'était incroyable. Il faisait ça le samedi. Puis c'était comme de 18h après mon émission d'après-midi. Je pense que c'était 17h à 19h. Lui arrivait là, mettait ses disques, il ouvrait les potes de son. Il laissait son micro ouvert, puis il dansait dans le studio pendant que le disque tournait. Puis, tu le sais, des 45 tours, des 33 tours, ça peut des fois un petit peu, comme on dit, tu sais, s'accrocher. Oui. Donc, ça sautait un peu. Ah, le monde adorait ça. Le monde écoutait ça en soupant. Regarde, c'était une autre époque. Aujourd'hui, on fait du scratch. Dans le temps, il faisait son propre scratch. Il avait découvert son créneau. Tu sais, je vais te faire une parenthèse. Des années passent, je suis à Ottawa, puis à un moment donné, il y a un voyage d'échange. Ils prennent un animateur au Canada, puis tu t'en vas faire 3 mois de radio en Europe. Écoute, tu fais France, Belgique, ça, c'est une chance incroyable. Oui. Et France, Belgique et Suisse pendant un mois. Quand je suis parti, c'était en 83, avec des caisses de disques. OK? Je faisais l'émission d'après-midi. 3 heures dans les pays. Donc, j'ai fait ça 4 semaines. J'avais une assistante qui écoutait chaque cote de mon disque au cas où ça gricherait. Puis si ça grichait un peu, eux autres, c'était qualité, je n'avais pas le droit de faire jouer. Hey, nos disques à Radio-Canada étaient morcelés. Il y avait, tu sais, Félix Leclerc, ça avait tourné pas mal. Ça faisait bidding. Moi, dans ma tête, c'était jouable, pas eux autres. Fait que finalement, j'ai probablement fait jouer uniquement les cotes qui étaient les moins populaires. C'est la cote qui joue jamais, ça saute pas. Ben non, parce que justement, il n'y a pas de le sillon est correct. Le sillon est correct. Incroyable, des histoires comme ça. Puis là, après Saskatoon, tu dis Vancouver. Je suis allé à Vancouver 4 ans. Ça a été un délice parce que là, je faisais l'émission du matin. Puis la télé n'était pas encore là, la télé française. Donc, Montréal nous demandait des reportages. Comme personne ne voulait faire le sport, j'ai fait reportage tous les matchs des Canucks de Vancouver, le football. On avait les Whitecaps qui commençaient au soccer. J'avais convaincu mon patron de faire les matchs des Whitecaps à la radio. Essayez d'imaginer. J'avais trouvé un gars pour l'analyser. Il y avait un restaurant français, puis c'est un ancien joueur de football professionnel, de soccer en France. Hey, je dis, j'ai mon analyste. Sauf que c'est long à la radio, un match de soccer, tu sais. Quand ça finit 0-0 après 2h30, le patron disait « Mettez-donc un peu de vie là-dedans. » Écoute, mais c'est des souvenirs incroyables. Quand Montréal venait 3 fois par année, le Canadien, je recevais les joueurs dans le studio, puis nos studios étaient à l'Hôtel Vancouver, comme l'équivalent du Château Frontenac. C'était sur 2 étages. Puis les joueurs logeaient là. Donc, c'était-tu facile de les avoir le matin avant le petit déjeuner? Je les avais tous. Je les invitais en général vers 7h30, 8h, puis ils venaient passer la dernière heure de l'émission. Je me souviens d'avoir eu, entre autres, Pierre Bouchard dans le studio avec, c'était l'époque de Guy Lafleur qui commençait. Écoute, c'était une belle époque, là. Mettons qu'il gagnait souvent. Il ne perdait pas souvent, cette équipe-là. C'était hallucinant. Ken Dryden, qui m'avait demandé où se trouvait le musée d'art moderne de Vancouver. Moi, je ne pensais pas qu'un joueur de hockey me demanderait ça un jour. J'ai une journée à perdre, je vais aller au musée, tu sais. Souvent, les questions, c'était d'autres genres de questions qu'on te posait. Oui. Où est le meilleur steakhouse en ville? Ou autre chose. On va taire ça parce que, on s'entend les années 70 aussi avec les Canadiens, c'était la grosse équipe, même s'il y a eu des années qui étaient un petit peu moins, mais il y a eu des grosses années dans les années 70. Puis nous, on perdait tout le temps. Puis les Canucks avaient au moins 5-6 joueurs francophones, dont André Boudria, qui a eu une très belle carrière dans la Ligue nationale. Écoute, c'est Bordelot, le père, jouait là. Et à un moment donné, le fils a joué avec les Olympiques. Quand il a été repêché, j'ai dit, moi, j'ai vu ton père commencer au hockey. Hein? c'est ça, d'avoir une longue carrière. À un moment donné, on voit des pères, des fils, des générations. Et puis là, après Vancouver, tu te retrouves, tu m'as dit, autour de faire une histoire courte, j'avais un oncle qui habitait à Ottawa que je venais voir quand j'étais petit. Qui a vécu jusqu'à près de 100 ans, tu te rends compte. J'adorais, il habitait près de la ferme expérimentale. Puis, il m'a fait découvrir l'Outaouais. Quand je venais, on faisait des marches. Je voulais vivre dans la région. L'Outaouais, j'aime ça. On prenait le pont, là, Champlain, puis on regardait la ville, en hiver, en été. Je trouvais ça tellement beau.
Fait que dans ma tête, je me disais, si je suis transféré, je reste là. Puis en plus, c'est une manière de... J'ai eu 2 enfants, de les élever dans les 2 langues. Ça, c'est un plus. C'est une stabilité aussi. J'espère qu'ils l'ont apprécié parce qu'ils sont bilingues les 2, puis je pense que ça t'aide dans la vie. Puis alors, j'ai adoré ça. Et là, pour faire une histoire courte, je ne voulais pas compter à beaucoup de gens. À un moment donné, je fais le matin, je fais plein de choses. Et à un moment donné, à Radio-Canada, quand tu fais carrière, il faut que tu ailles à Montréal. Tu es dans la tête des patrons. Donc, je reçois un appel de Montréal. Et puis, je l'ai compté en ondes à René Potty, là, qui va prendre sa retraite, puis qui a travaillé avec moi et commencé ici. Puis, Montréal m'appelle, le directeur des sports est là, c'était M. Giguère, je me souviens de son nom. Puis il me dit, écoute, Michel, on va avoir les matchs à la radio, puis on divise les équipes. Veux-tu faire les matchs du Canadien à la radio? Tu te fais offrir ça dans le bureau du gars des sports. Puis c'est René, finalement, qui va le faire parce qu'ils avaient décidé de prendre Duval puis les autres puis les mettre tous à la télé. Donc, il fallait faire les matchs à la radio aussi, en parallèle. Hey, j'ai été dire non. J'ai dit non, écoutez, M. Giguère, c'est gentil, mais tu vas faire les sports aussi, des bulletins. Je voulais pas faire 3-2, 4-3, 6-4. J'adore le hockey. Mais c'était pas ça. Partir avec une valise, 1. 2, faire que ça, non. Puis, je voulais faire de l'animation, je voulais faire plein de choses. Puis, je suis content d'avoir fait ce choix-là parce que probablement, d'abord, ils ont perdu le hockey. Je me suis retrouvé, comme tout le monde, tassé dans un coin. Montréal, c'est pas simple. Tu sais, c'est pas juste le talent, là. C'est les contacts, le réseautage et tout ça. Bien heureux d'être resté ici. Puis là, t'es resté ici. T'es arrivé en quelle année? Je suis arrivé ici après les Olympiques de 76. J'ai été transféré. Je savais que j'allais aux Olympiques avec l'équipe de télé. On était 12, puis il y avait les 3 petits nouveaux. Jean Pagé, Pierre McNicol, puis moi. Puis malheureusement, des 3, il n'y a rien que moi de vivant. Jean est mort du cancer, on le sait, il y a quelques années maintenant. Là. Gars extraordinaire. Pierre McNicol, qui était de la basse ville d'Ottawa, que je ne connaissais pas, qui est décédé d'un attaque cardiaque en s'entraînant. Fait qu'on était 3 petits nouveaux avec les 9 stars, là, les 9 étoiles. René Lecavalier, Jean-Maurice Bailly, Richard Garneau, Pierre Dufault, Lionel Duval, Raymond Lebrun, je pourrais tous les nommer, Winston McQuaid, Serge Arsenault. J'en ai-tu oublié? Pierre Dufault, tu sais, regarde, là. Hey, on les regardait avec des grands yeux. Puis écoute, non, c'était, mais quelle expérience. Et je savais à l'époque, quand j'ai fini, puis j'attendais un enfant, enfin pas moi, mais j'allais être père, que j'allais être transféré à Ottawa. Donc c'est là que j'ai été transféré en septembre, puis que j'ai fait les nouvelles de 8 heures. Puis là, en 76, on s'entend, il y a eu des gros mouvements politiques, autant au Québec, avec l'élection de René Lévesque. Ça a eu des répercussions un peu partout à travers le Canada, évidemment. Tu rentres dans cette, dans cette atmosphère-là. Là. Je vais t'en conter une anecdote. Donc, je rentre là, fait que je fais l'après-midi de 76 à 80 ici. Puis en 80, pendant 10 ans, du 80-90, je fais les matineux à Radio-Canada. Donc, je m'en vais, je suis choisi en 83, puis je vais t'expliquer la raison. Je suis le seul animateur hors Montréal qui a été choisi à aller faire 3 mois de radio en Europe. Tu sais, il faisait des échanges d'animateurs. Il ne voulait pas envoyer quelqu'un de Montréal parce que c'était un moment où René Lévesque était au pouvoir. Il allait avoir un référendum et il ne voulait pas que les animateurs parlent de politique en ondes. Ils se sont dit, on va prendre un gars d'Ottawa, il doit être fédéraliste, puis il ne fera pas de politique. Mais attends. Fait que là, ils me disent, tu t'en vas là, j'apprends ça en mai, tu t'en vas là passer l'été, juin, juillet, août. Hey, t'es-tu heureux? Ben oui. Fait que là, je me prépare, puis mon premier arrêt, c'est la Suisse. Premier mois, c'est la Suisse. J'arrive, je me rappelle, en avion le vendredi. Je prends le train de Paris jusqu'à Lausanne avec mes 2 caisses de disques. J'arrive le vendredi soir. Je prends un taxi. Il m'avait donné un hôtel. Je me rends à l'hôtel avec mes caisses de disques. Je commençais le lundi en ondes. Je n'avais jamais rencontré la direction. Fait que le lundi matin, 8 heures, je me pointe à la radio suisse romande avec mes caisses de disques. Je suis accueilli, mais là, moi, j'avais jamais vu ça. Les réceptionnistes habillés comme dans du Chanel. Tu sais, écoute, il y avait tellement d'argent, la radio suisse romande, là, ça donnait sur les Alpes. Les studios sur 4 étages vitrés. Ils avaient un bistrot en bas de luxe. Et ils mangeaient pendant leurs émissions. Moi, je n'avais jamais vu ça. Ils servaient à leurs invités du vin. Ils se faisaient monter un filet mignon. Et c'était ça, la radio suisse. Non, mais regarde. Moi, je n'avais jamais vu ça. Wow. D'ailleurs, le directeur me disait, est-ce que tu fumes le cigare? Je ne sais pas vraiment, mais je t'en donne un quand même. Il ouvre une grosse boîte puis il me donne un cigare. Tu sais, les beaux cigares suisses, là, cubains, mais les Suisses ont vendent ça, des Davidoff. C'est des bons cigares. Fait qu'en tout cas...
Ça reste comme ça. Il dit, OK, tu commences l'après-midi. Il dit, nous, notre concept est simple, là. Tu vas faire l'après-midi. Mais il dit, le gars qui fait le midi, de midi à 2, c'est notre grosse émission politique. Mais on aime que la fin d'émission fasse une suite à celle qui suit. Donc, tu vas arriver 10 minutes avant, tu rentres dans son studio, puis à un moment donné, il va finir ses invités, puis il va te présenter, puis ça va faire un lien. C'est comme ça que ça marchait. Je ne parle pas de problème. Écoute bien, là. Son dernier invité... OK, j'entre dans le studio, je suis assis, puis je vois qu'il est en train de faire une entrevue assez musclée. C'est René Lévesque. René Lévesque est en tournée en Suisse, pense-y, là. Il est en tournée en Suisse parce que les Suisses avaient un comté qui voulait devenir indépendant, qui s'appelle le Jura. Il y avait une chicane, puis René Lévesque avait décidé d'aller voir comment ça se passait. Donc, il fait une entrevue avec René Lévesque. Écoute bien, là, qui est premier ministre, là. Puis là, il est là, l'animateur suisse, il m'a jamais vu. Il me dit, bon, ben ça tombe bien. Il dit en studio, ici, j'ai l'animateur qui va faire l'après-midi pour le prochain mois. Je dis, vous devez vous connaître, M. Lévesque, Michel Picard. Fait que là, je suis avec René Lévesque, qui est au téléphone. Je l'ai jamais rencontré. Tu sais, le Suisse, dans sa tête, on se connaît tous. Oui, c'est ça. Non, mais regarde. Aujourd'hui, tu connais Céline Dion. M. Lévesque, j'aurais vraiment aimé ça, vous connaître davantage. Mais puis il dit, vous venez d'où? Il me dit ça, Lévesque. Ben, je dis, je suis basé à Ottawa. Écoute. Là, il a été super poli, mais c'était pas la réponse qu'il voulait entendre. J'arrive d'Ottawa. Non, mais tu te rends compte? Alors qu'on m'avait dit, tu fais pas de politique, tu fais rien. Ça a commencé comme ça, mon séjour. C'est une bonne anecdote, pareil. Oui, ben écoute, ça doit être tellement incroyable. Tu sais, tu rentres, bon, t'es pas vieux non plus, dans la trentaine à peu près. J'avais les genoux qui cognaient un peu. C'est sûr, on te dit tu vas parler à René Lévesque. Puis c'est comme aujourd'hui, je disais, bon, quand tu s'en vas en France, t'es Québécois, tu connais Céline Dion? Oui. Ben non, bonjour Céline, c'est ça. C'est pratiquement exactement ça. C'était... Ah mon Dieu, ça a dû être quand même, tu sais, toute une introduction, là, tu pars de un puis de l'autre, puis en France... Mais c'est là que j'ai réalisé à quel point, Sylvain, c'est fort la radio. Mm-hmm. J'avais fait des séries d'entrevues avec des gens qui habitaient au Canada, donc des Belges, des Suisses, des Français. Puis, je me suis dit, je vais présenter ça là-bas pour dire, regardez comment ils sont heureux. Ça a tellement marché fort, entre autres en Belgique, qu'après une semaine, l'ambassade m'a téléphoné. L'ambassade du Canada à Bruxelles me dit, arrêtez, M. Picard, de parler du Canada comme ça. Essayez d'en dire le moins possible. Ils veulent tous émigrer. On n'est plus capable. On a trop de demandes. Il y a trop de gens qui attendent à la porte de l'ambassade. Non, mais pensez, moi, je te vantais ça, le pays extraordinaire. Non, mais je le crois, je l'aime, mon pays. Mettez-en moins un petit peu. Pour paraphraser Jean Chrétien, le plus meilleur pays du monde. Écoute, il y avait... Bon, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais en Belgique, encore là, j'ai le bloc d'après-midi. Puis là, il m'explique, le directeur, il dit, il y a juste une chose, à 4 heures pile, il faut que tes feuilles de route coïncident. À 4 heures, on s'en va à la bourse de Bruxelles qui ferme. Et il dit, tu me gardes le temps parce que l'animateur qui est là-bas va donner des cotes. Je dis, OK, combien? Ben, il dit, c'est ça l'affaire. Il dit, on ne sait jamais combien de temps ça va durer avec lui. Ben, moi, je ne comprends pas trop ce qu'il me dit. Puis je comprends que les codes vont être donnés par ordre alphabétique, OK? Ben, je dis 3 minutes, 5 minutes. Il dit, ça peut aller entre 4 minutes ou 12 minutes. Moi, je ne dis pas un mot. Je dis, dans ma feuille de route, je vais me laisser un 10 minutes. C'est bon. À peu près. Première... Puis les techniciens, 2 techniciens, ils me regardaient, puis ils riaient. Ils savaient ce qui s'en venait. Fait que 16 heures moins 1 seconde, on s'en va à la bourse de Bruxelles. Puis là, je suis là avec mon casque d'écoute. Et là, j'entends une voix d'outre-tombe. Le gars qui fait ça est complètement pacté. Il est sous, OK? Il a de la misère à articuler. Il s'enfarge, mais il fait ça depuis une éternité. Puis selon les jours, ça fluctue, OK? Puis des fois, il est plus en forme, des fois moins en forme, mais apocalyptique, là, en ondes. Puis là, je comprends que ça va être en ordre alphabétique. Puis là, ça fait 8 minutes, puis il est rendu à la lettre, je sais pas, P. Et je sais qu'il va se rendre à Z, là. Tu comprends-tu? Les techniciens rigolent, ils disent, t'es chanceux, ils disent, aujourd'hui, il est plus en forme que d'habitude. Alors, c'était ça, la bourse. Puis je me suis dit, comment on peut laisser en ondes? Et chez nous, écoute... ça se fait pas, disons. Non, mais là, eux autres, c'est une tradition. C'était devenu comme un running gag, même. Comprends-tu? C'était comme le show drôle dans le show. Écoute, je repense à ça. Ah, puis l'autre affaire, je suis en studio. Je
commence à animer, puis le téléphone sonne dans mon parce que tu as une vitre, les techniciens sont derrière. Ben moi, normalement, nos téléphones ne sonnent pas en ondes, là. Ben là, ça sonne. Fait là, je ne sais pas trop quoi faire. Je suis en train d'animer. Fait que je prends le téléphone. Puis je dis, ça sonne en studio. Chez nous, au Canada, ça ne sonne pas. Mais je vais quand même prendre l'appel. Bonjour. J'entends une dame parce que je mets l'écouteur. Tu sais, je me suis dit, tiens, on va le jouer. Je mets le truc. Bonjour, je voudrais savoir l'horaire des trains. J'étais trompé de numéro pour aller à tel endroit. Fait que ça a donné un bon moment en ondes. Mais c'est ça la radio. C'est l'instantanéité. Oui. Après ça, je sors puis je dis au technicien pendant que le disque, on peut-tu arrêter de faire sonner le téléphone? Bien, il dit, il faut qu'on y pense parce que les animateurs font leur téléphone personnel, fait qu'ils veulent que ça sonne. Fait que ça veut dire que les animateurs, quand ça sonnait, devaient dire, bon, ben mettez un disque, là, je vais prendre mon appel. Ça n'a aucun sens. Ah oui, puis l'autre chose, ça, c'est en Belgique, c'est assez spécial. Moi, je m'étais fait une liste de chanteurs que j'aimais, soit français, soit belge, soit suisse, pour leur faire plaisir. Fait qu'en Belgique, Brel, un de mes idoles, fait que je me mets une liste, puis je dis, dans votre discothèque, comment ça se fait que je vois pas, il n'y a aucun disque de Brel? Moi, j'en avais pas apporté. Ben, il dit non, les bons disques, les animateurs les gardent chez eux. Je dis, OK. Alors, si tu veux des disques, il faut que tu appelles les animateurs de telle ou telle émission pour dire, tu me prêterais-tu le disque de Brel? Je vais le faire tourner demain. Je te jure. C'est en 83, là. Mais c'est des anecdotes incroyables. Puis à côté de ça, je sortais de l'émission à 6 heures, puis il y avait 15, 20, 25 auditeurs, auditrices qui m'attendaient avec du chocolat, de la bière, toutes sortes de choses, des fleurs. C'était comme ça tous les soirs. Incroyable. J'ai été invité tous les soirs. Tu sais, à un moment donné, je suis rentré dans le pub, le gars, il dit, regarde, moi, on va se faire plaisir. Il y avait 6 bières du jour. Il dit, on les prend par ordre alphabétique. Mais c'est parce que là, moi, je suis en onde demain. Je pense pas que je m'en Ah non, c'est des fêtards. T'sais. Mais là, justement, tu arrives à ces expériences-là. Ça doit quand même... C'est ça, là, tu te regardes et tu te dis, mon Dieu, est-ce que j'ai tout fait ça? J'ai été chanceux. Écoute, j'ai été chanceux. C'est une autre anecdote. L'animateur vedette, vraiment vedette, il s'appelait Michel Lemaire. Ça, c'était une star, faisait de la radio, de la télé. Il me prête son bureau pendant que lui est en vacances, mais finalement, il me trouve sympathique. Fait qu'il dit, semaine prochaine, tu viens souper chez moi, je fais une fête. Je fais une fête, tu viens chez moi. Il habitait dans un château. Tu sais, ils font de l'argent. Quand ils sont des vedettes là-bas, là. Mais moi, je savais pas. Fait qu'il me dit, je te prends à la sortie du studio 6 heures. Le studio, il est au centre-ville. Il y a de la voiture. Fait que je dis, OK, 6 heures. Il dit, mets-toi devant, tu vas voir, pas de problème. Là, j'entends un gars arriver dans un Jeep militaire, décapoté, vieux Jeep de l'armée qu'il avait acheté. Il se stationne en plein milieu, donc il bloque toute la circulation. Là, les flics arrivent. Mais non, pour lui demander des autographes, il m'attend, puis il a bloqué toute la circulation. Il n'était pas question qu'il... Là, je suis là, je dis, Michel, t'es pas mal. Il dit, regarde, il dit, si ça marche pas, j'appelle le maire. Michel, on a terminé la première partie de l'émission déjà. Je dois remercier les gens qui nous ont écoutés via TVC Basse-Lièvre ou encore sur Ma TV Outaouais. Je vous rappelle qu'on est sur... Facebook avec une page. On a la chaîne YouTube et aussi on est sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud. Merci d'avoir été là. On continue avec Michel Picard. Écoute, Michel, ça doit être quand même relativement incroyable de devoir barrer les rues. Non, c'est justement, c'est le fun de voir toutes ces anecdotes-là. Tu dis, le gars, t'entends quelqu'un arriver en Jeep militaire et qui barre la rue. Puis, durant cette période-là, en 83, puis toutes des images qui me reviennent, tu as entendu parler du festival La chanson de Spa, probablement, oui, qui était l'un des plus grands. Il y avait Sopot en Pologne, puis Spa en Belgique. Et toutes les stations françaises, suisses et belges étaient représentées là. Puis il y avait comme 3 concurrents de chaque pays. Puis ça tombe... Moi, je suis là. Alors, ils me disent, écoute, tu vas être sur le jury, tu vas venir les 3 soirs, puis en plus, tu vas faire ton émission en direct de Spa. Puis un des invités québécois, c'était Charles Bois, pas trop mal. Puis celle qui avait gagné, c'est Morane, et qui est morte maintenant, qui est extraordinaire. Puis elle était tellement bonne que quand elle a commencé à chanter, parce qu'ils avaient chacun, je pense, droit à 2 ou 3 chansons par pays, elle était tellement bonne que c'était clair que c'était elle qui gagnait. Mais dans tout ça arrive... Et c'est ça que j'aime, ce festival-là qui était fait en direct du casino de Spa, c'est le même orchestre pour tout le monde, c'est le même décor. C'est un escalier de 7-8 marches, un micro, l'orchestre derrière, pour tout le monde. Fait que, tu sais, c'est pas l'arrangement qui va faire la différence. Puis je me rappellerai toujours, il y a un concurrent qui arrive. Tu sais, ils sont nerveux. Il arrive, il est en haut des marches, il a son micro, et il échappe son micro
en descendant les marches dans premier couplet. Fait que là, le pauvre gars, on entend boum, 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 le micro. Évidemment, l'orchestre continue, il se penche, et en se penchant pour ramasser le micro, il fend ses culottes. Il est de côté, ses culottes fendent, je te jure. Essaie d'imaginer, tu as à peu près 850 personnes dans la salle. Tu peux plus contrôler ça, là. Le monde se morde. Écoute, c'est tellement drôle. Puis l'orchestre fait semblant que c'est rien passé. Il continue. Le gars n'a pas chanté son premier couplet. Il a réussi à reprendre son micro. Je me suis mis dans sa tête, puis je me souviendrai toujours de son nom. Il s'appelait Philippe Ancio. J'ai jamais oublié son nom. Je me suis dit, pauvre concurrent, là. T'as pas de chance, là. T'as plus de chance. Non, c'était du Charlie Chaplin, tu sais. En tout cas. Et c'est ça. Et c'était pas l'intention. Non, c'était pas l'intention. C'était Louis Portal qui représentait le Canada avec Belle Gazou. Okay. Puis Louis Portal était arrivé avec une belle rose en présentant sa chanson. Écoute, c'était ses débuts. Et évidemment, j'ai eu la chance de l'inviter à quelques reprises dans toutes sortes d'émissions, Louis Portal, puis je lui raconte l'anecdote à chaque fois parce qu'elle s'en souvient. Tu sais, écoute, quand tu commences quelque part, elle commençait, puis moi, je commençais pas mal aussi. Et puis là, tu reviens après ces 3 mois-là, j'imagine quand même galvanisé, motivé. Oui. Tu reviens dans quel contexte? Bien, je suis revenu continuer l'émission du matin à Radio-Canada. La seule chose, c'est que j'ai pris une semaine de vacances, je pense, après les 3 mois. Là. Puis, mais ça m'a appris énormément. Ça m'a appris une chose, c'est qu'on est aussi bon que les autres. Parce que quand tu pars, tu penses que les autres sont bien meilleurs que toi. Puis, tout le monde fait de la radio, je dirais, de proximité. Fait que nous, on parle à notre monde, là, qui sont des Canadiens, puis eux parlent à leur monde. Mais à un niveau où on partage la langue, les anecdotes, puis là, c'est l'imagination. Puis donc, le contact radio, c'est extraordinaire parce que les gens ne te voient pas. Hein? Ils entendent ta voix, point. Fait que ça, j'ai appris ça. Ça m'a donné confiance, je dirais. Je te dis pas que j'avais pas confiance, mais j'ai toujours pensé que les autres étaient meilleurs. Puis là, à un moment donné, tu te dis, regarde, on est capable, nous aussi. Puis là, aujourd'hui, je suis assuré que probablement, au niveau radio-télé, on est dans les top 3 au monde, sincèrement. Quand on regarde les montages, les reportages, les enquêtes avec le peu de moyens qu'on a, journalistes, femmes, hommes, radio, même chose. On a créé plein d'émissions intéressantes, là, que ce soit au privé ou le réseau communautaire fait des merveilles. Fait que, je regarde ça, là, on n'a pas à baisser la tête. Non, du tout. Puis c'est ce que je parlais justement avec quelques collègues, autant radio que télé. Eh bien, on a une bonne expertise. Et puis souvent, bon, les Américains, notamment, on regarde juste le cinéma, se demande comment on fait pour faire des films avec si peu de moyens qui sont, je te dirais, là, pas tellement loin là, de ce qu'il fait aux Américains. Là. Bien, c'est comme l'imagination. Ce que tu dis, Sylvain, c'est même pour la chanson. C'est extraordinaire ce qui est sorti du Québec. Là. Écoute, un petit peuple avec, quand tu regardes la concentration de talent, de voix, sincèrement, wow. Moi, je dis wow. Pour si peu de... On parle petit en termes de nombre par rapport au restant du Canada. Absolument. Parce que la culture québécoise versus la culture canadienne, la culture canadienne, j'ai l'impression, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui, mais que c'est imprégné beaucoup de la culture américaine. Oui. Parce que, bon, la langue est la même. Oui. Le fait qu'on parle français nous distingue. Ça nous force à essayer autre chose, des fois. Mais tu sais, la variété d'émissions qu'on offre, là, quand tu regardes la télé, il y a un choix illimité pour les gens. Puis moi, j'ai toujours respecté, peu importe l'auditeur ou le téléspectateur, s'il aime ça, c'est parce que c'est bon. Moi, je considère que chacun a droit à son goût, là, puis t'es pas obligé d'aimer tous les genres d'artistes. C'est sûr, on a tous des choix personnels, mais je veux dire, ils sont pas là parce qu'ils sont pas bons. Ils sont bons. Et dans tout ça, tu fais de la télé aussi. Comment ça s'est imprégné, la télé, dans ta carrière? Parce qu'on parle beaucoup de radio, mais il y a eu la télé aussi. J'ai commencé à la radio, mais comme je t'ai dit, j'ai commencé à faire de la télé à Vancouver, des reportages, parce qu'il n'y avait pas de télé française, puis ils voulaient des reportages. Donc, j'ai appris à travailler avec un caméraman, faire du montage, puis résumer, puis faire des trucs. J'ai aimé ça. Je t'avoue une chose, et ça, tu vas trouver ça drôle. Faire de la bonne radio, c'est, selon moi, plus difficile que de faire de la télé ou de la bonne télé. Parce qu'à la télé, tu peux être sauvé par plein de choses. Tu as l'image, tu as des images, tu as bien du monde. Tu peux. La radio, là, tu es seul avec un micro
Puis, je veux dire, un silence à la radio, c'est extraordinaire, ou c'est très pesant, ou un fou rire, tu comprends? C'est l'imagination. Donc, c'est très difficile de rester soi-même, mais en même temps, véhiculer un contenu. À la télé, il y a un carcan, c'est super, mais il y a quand même, tu sais, c'est un carcan d'une certaine manière. On ne peut pas faire n'importe quoi, il faut que ça soit cadré, etc. Fait que moi, j'ai toujours été, je pense... j'ai adoré faire de la télé. De fait, j'ai fait de la télé-radio-diffusée. Quand j'ai commencé le téléjournal, j'ai fait 16 ans, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. J'avais jamais fait ça. J'avais fait de la télé, j'avais fait un quiz, j'avais fait des émissions spéciales, mais pas des nouvelles plus sérieuses et tout ça. Je me suis dit, tiens, je vais prendre ce que je fais à la radio. Puis d'ailleurs, c'était le but de la personne qui m'a embauché, finalement. Elle voulait que la télé devienne plus proche du monde. Puis ils m'ont dit, regarde, puis je me rappellerai toujours de la première semaine. On a une réunion de production, puis là, on choisit des sujets. Puis là, moi, j'avais mis une liste de sujets qu'on pouvait faire. Puis j'entendais juste des gens autour de moi, des journalistes, qui disaient, on ne peut pas faire ça. Je dis, pourquoi? Bien, il n'y a pas de conférence de presse. À l'époque, on ne couvrait que les choses officielles. Il y avait très peu de suivi ou d'histoire qu'on trouvait par soi-même. Tu sais, je suis arrivé ici, là, puis j'ai vu une histoire juste à l'entrée des studios de Buckingham. Il y avait des oies qui traversaient la rue. Donc, les gens arrêtent d'un côté puis de l'autre, puis il y a un gars qui sort de sa voiture, puis il essaie de tasser l'oiseau, là, parce que là, les petits suivent derrière, puis ça peut être long, là, tu sais. Puis je trouvais, ça, c'est une bonne petite histoire. Fait qu'il n'y a pas de conférence de presse pour ça, mais avoir du temps, j'aurais envoyé un caméraman, puis on fait une belle histoire avec ça. Tu sais, à un moment donné, on a fait un blackout à la télé. Donc, on a disparu des ondes pendant le bulletin. Il y avait eu un transformateur dans l'ouest d'Ottawa qui a sauté. Et l'histoire est simple. Le gros transformateur qui se trouvait justement à côté de nos studios sur la NARC, sais-tu ce qui l'a fait sauter? C'est un écureuil. Fait qu'on a retrouvé l'écureuil mort au pied qui a fait sauter toute l'électricité de ce quartier-là au complet. Puis notre génératrice n'a pas parti tout de suite. Ça fait que le matin, on se rend compte, puis on dit, hey, on va faire un reportage ce soir pour dire ce qui s'est passé hier. Puis on est parti des images de l'écureuil mort avec les fils qui étaient tout brûlés. Et sais-tu quoi? C'est le genre de reportage dont les gens te parlent pendant 3 mois. Ah, littéralement. C'est un écureuil, un poteau, puis un blackout. Je me souviens d'un reportage, bon, c'est pas toi qui l'as fait, mais je pense que je pense que tu l'as déjà vu. Ce reportage, je pense que c'est de Pierre-Jean Séguin sur une fameuse dinde noire qui était rentrée dans une... On en parle encore aujourd'hui. Il y a même eu une référence dans une annonce pour un magasin de meubles. C'est parce que c'est un bon journaliste qui voit ça. Oui. Ou un bon communicateur va dire, regarde, le monde va aimer ça parce que les gens ordinaires ont vu ça. Moi, je dis, là, si y a une histoire facile à aller chercher, agréable, juste en se promenant une demi-heure dans notre communauté. Chaque jour. Et on en parle souvent. Bon, là, tu as vu toute cette génération-là arriver. Toi, t'es de la vieille école, comme on peut dire. Là, tu vois toute cette nouvelle génération-là arriver de nouveaux journalistes. Et puis, disons que ça n'a pas l'air de t'enthousiasmer beaucoup. Le monde a changé. Moi, je ne suis pas le genre à dire c'était mieux dans l'ancien temps, puis je ne suis pas comme ça. Mais j'ai été chanceux, j'ai vécu 3-4 périodes. Là. Au départ, c'était artificiel. La radio et la télé, en général, à part peut-être le privé qui commençait, tout était scripté, tout devait être lu, tout était pensé, analysé. Perlé même aussi, là, à la limite. Tu recevais un invité, puis il fallait que tu aies ses réponses. C'était incroyable. Puis ça évolue avec l'improvisation et tout ça, mais tu as raison. Mais je pense qu'avec les médias d'aujourd'hui, là, les médias sociaux, c'est tellement vite l'information. Oui. Tu sais, au moment où on fait cette émission-ci, Michael Bossy est mort. OK, j'ai vu ça tantôt. C'est parti partout. Mort du cancer, 65 ans. Tout de suite, je me suis dit, hey, c'est un gars que j'ai vu jouer junior. Imagine que bien des gens qui nous écoutent ont vu, un gars extraordinaire, athlète, ça arrive à tout le monde. Fait que ça a parti, là, bang, puis là, tout le monde va parler de ça dans les prochaines heures. Ça, c'est l'avantage des médias sociaux. Parce que sinon, il faut que tu attendes à 18 heures pour le savoir, sinon demain matin, 6 heures. Ce qui était à l'époque, on attendait les bulletins de nouvelles, et puis aujourd'hui, on les a. Mais tu me dis souvent que peut-être que les nouveaux journalistes coupent peut-être un peu les coins ronds.
Peut-être, mais c'est parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de moyens aussi. Il y a de moins en moins de journalistes, de caméramans, de moins en moins d'argent là-dedans. Il faut se déplacer, il faut des camions, il faut la technologie. Peut-être qu'il y a ça. Moi, je dirais aussi qu'au niveau des enseignants, enseignantes, je me méfie beaucoup des gens qui n'ont pas fait le métier et qui l'enseignent, comme je me méfie des gens qui ont essayé de le faire, qui n'ont pas été capables de le faire, puis qui enseignent. Malheureusement, puis ça doit être vrai dans d'autres domaines, ça arrive. Ça, j'ai beaucoup de difficultés. Ce que j'appellerais, puis là, ceux qui me regardent, ils vont me dire, les intellectuels, là. Tu sais, les intellectuels, ils peuvent analyser avec leur... Voici comment on pourrait faire, mais tu sais très bien quand tu as fait cette job-là que ça ne peut pas se faire comme ça. Tu le sais parce que tu l'as vécu. Tu sais, si, mettons, il y a un accident monstre sur le Queensway puis tout est bloqué, c'est clair que ton camion ne se rendra pas pour prendre des images à temps. Là. C'est sûr. Donc, il faut trouver un moyen. Exemple, ça va être un hélicoptère quand tu as des moyens comme à Montréal. Mais ce que je veux dire, il y a des choses pas possibles. Fait que ça peut être beau sur papier, là, un peu comme on va analyser telle chose, mais il faut que ça dure 1 minute 45. Je me rappelle, m'a donné une jeune journaliste, puis c'était le budget de la ville d'Ottawa. On faisait 2 reportages de 2 minutes 15. À part, elle n'avait jamais fait un budget. Donc, je lui dis, elle me dit, qu'est-ce que je fais? Puis je dis, regarde, la seule chose qui intéresse le monde, là, de combien vont monter leurs taxes. Oublie tout le reste là, du budget. Là. La dernière ligne en bas, là, les taxes vont monter de 3 %. Ça, le monde va comprendre. Puis si tu es fine, tu vas te donner juste un exemple. Donc, sur une maison de 200 000, ça va être tant. Sur etc. C'est ça qui... Tu peux commencer à aller entre les lignes. Là. Pas en 2 minutes, là, non, évidemment. Non. Là. Surtout qu'il faut avoir des cotes. Il faut trouver ces bonnes cotes, les bonnes lignes aussi, parce que, bon, les politiciens peuvent en dire des choses. Quand on a jasé radio-télé ensemble, il y a une affaire qui m'est venue, c'est qu'on est chanceux. On ne travaille qu'avec les meilleurs dans leur domaine. Quand tu es dans ce domaine-là, radio-télé, tu interviews les meilleurs en politique, les meilleurs en sport, les meilleurs en art, les meilleurs... dans tous les domaines, ceux qui sont impliqués en communautaire, en social. C'est ces gens-là que tu rencontres. Donc, tu apprends tout le temps. Moi, je dis souvent, on est payé pour apprendre. C'est extraordinaire. Parce que c'est ça. C'est une chance. Tu sais, rencontrer des gens, je me souviens, celle-là, je ne peux pas l'oublier, c'est Maurice Richard. Évidemment. Je pense que c'est l'une de ses dernières entrevues. Il recevait l'Ordre du Canada, puis il me demande d'aller faire une entrevue dans sa chambre d'hôtel, 1 demi-heure avec lui, avant qu'il reçoive l'Ordre du Canada. Il a joué au Weston. Fait que je pars avec le caméraman, puis l'assistante, puis on sonne en bas, on dit au gars, on cogne à la porte, puis c'est Maurice Richard qui ouvre la porte, puis sa femme vivant encore est assise dans le coin, puis... Tu vois, écoute, là, c'est Maurice Richard. C'est le petit gars en moi là, qui se réveille, puis je me dis, mais c'est un monument. Mais lui, il ne se voit pas comme un monument. Là, lui, il t'accueille comme si c'était un de tes amis. Sois là, soyez-vous, prenez place. Puis ça part. C'est des gens humbles. Et tu en as rencontré plus d'un genre de personnes comme ça, comme on dit, sur 50 ans, le nombre de Mais la personne qui t'a peut-être le plus marqué, bon, tu parles de Maurice Richard, mais la personne que tu dis, wow, cette personne-là, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi généreuse, aussi sympathique, aussi simple, aussi complète. Écoute, il y en a beaucoup, il y en a une tonne. Je vais faire un résumé. Les plus grands, en général, les plus grandes, c'est les plus fins. Ceux et celles qui respectent leur public, Ginette Renault, Yvon Deschamps, Céline Dion, regarde, Jean Lapointe, puis t'es nommé, là, eux, là, ils n'ont pas besoin de se prouver, ils sont eux-mêmes. Elles sont elles-mêmes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ceux et celles qui pensent qu'ils sont arrivés, qui sont un petit peu moins agréables. Fait que je ne donnerai pas de nom de ce côté-là. Mais, tu sais, je me dis, Céline Dion, c'est un bon exemple. Moi, j'ai interviewé Céline Dion alors qu'elle commençait, elle était venue au Festival Franco, qui avait lieu cette année-là à Vanier, au parc riverain de Vanier. Ils l'avaient déplacé, puis ils l'ont déplacé pas mal. Elle commençait, elle avait chanté pour le pape et tout ça, mais tu sais, sa carrière commençait. Puis je l'ai interviewée quand elle est venue ici à la Maison de la Culture. Là, elle était la star de Las Vegas. Elle avait mis une pause dans sa carrière à cause elle voulait avoir les enfants, des enfants. Puis elle est arrivée avec René Angélil. Regarde, là. C'est simple. Elle n'est pas différente. Elle est sur scène, là, ce qu'elle est là.
selon moi, là. Puis je me demande toujours comment ils peuvent réussir à être comme ça. Parce qu'écoute, c'est des vies... de fou. Démentielles. Je veux dire, ils vivent pour le public, oui, ils sont super riches, oui, tout ça, mais le stress est là. Il faut qu'ils performent. Mais c'est toujours, ce qui m'a frappé, dans le respect du public. Ils font pas ça pour eux, ils font ça pour faire plaisir. Je pense que c'est ça, un artiste, fondamentalement, là. Ben oui, parce que s'il ne fait pas plaisir à son public, évidemment, c'est son emploi. Écoute, je vais te dire, sincèrement, si je vais dans le sport, là, les 2 personnes extraordinaires, puis ça va faire plaisir aux gens. Gaétan Hart, là, chapeau à Gaétan. Parce que incroyable, puis j'invite les gens à acheter le livre de sa fille, parce qu'il y a plein d'anecdotes qui viennent nous chercher là-dedans. En veux-tu une anecdote sur Gaétan Hart? Je n'oublierai jamais. À un moment donné, il y a une pièce de théâtre à la Nouvelle Scène d'Ottawa, ça s'appelle « Aider ». C'est l'histoire d'un boxeur. Et il y a un combat de boxe, et ils ont besoin d'un boxeur pour donner un cours 101 aux comédiens. Ils embauchent Gaétan. Gaétan vient leur donner un cours. Et c'est le soir de la première. OK? Fait que Gaétan est là, puis il est dans l'entrée, puis ils ont mis sa ceinture de champion. Elle est là. Puis il est avec un jeune garçon, puis moi, je m'en vais le saluer. Puis c'est un gars tellement... Il est timide, Gaétan Hart, d'une certaine manière. Oui. Il faut aller le chercher. Fait que, il me dit, c'est la première fois de ma vie que je vais assister à une pièce de théâtre. Il me dit ça, là. On rentre. Puis il dit... Le garçon à côté de lui, c'est son fils. Puis il dit, vois-tu cette ceinture-là? Il parle à son fils. Il dit, toute ma vie, je me suis entraîné pour ça. Puis elle va te revenir, cette ceinture-là. J'espère que tu vas apprécier ce que ton père a fait comme père. Écoute, je l'ai entendu dire ça, là. Je le résume dans mes mots. Je me suis dit, wow. Ben, ça n'a pas été simple. Puis l'autre, c'est Guy Lafleur. Écoute... qui d'ailleurs se bat actuellement contre le cancer. Des ondes positives avec Guy Lafleur, un homme extraordinaire. Regarde, là, lui aurait pu avoir la tête grosse comme ça, puis je pense qu'on lui aurait pardonné. Moi, je disais, mets son nom quelque part, puis c'est fini, là. Si Guy Lafleur dit « aller à gauche », là, le peuple va aller à gauche. C'est des gens, c'est comme Maurice Richard, aller à droite, on va à droite. C'est Jean Béliveau. Écoute, c'est trois genres complètement différents. Absolument. Mais c'est d'abord, c'est des super talentueux, puis c'est des super humains. C'est ça, là. Fait que t'en as dans les artistes, t'en as dans les politiciens, là. Parce que moi, je les voyais, quand je faisais de la télé au téléjournal, ils venaient se faire maquiller. Donc, les maquilleuses, c'était leur psychologue. Tu sais, ils viennent, là, ils sont nerveux, peu importe où ils sont, comme politiciens, ils sont maquillés, puis que la maquilleuse... puis moi, j'en profitais, j'étais assis à côté, je me faisais maquiller, ça me permettait comme on dit, de me réchauffer un peu. La gentillesse, la plupart de ces gens-là, je vais t'y nommer, là, parce que les gens... Puis je fais pas de politique, là, que... Jean Charest, d'une politesse. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Tu vois-tu, les gens ont une fausse perception de ces gens-là. Je vais t'en nommer un. Stephen Harper, là. On peut ne pas aimer les conservateurs, mais toujours poli. Toujours. Gilles Duceppe, tu vois-tu, je te donne les opposés. Oui. Incroyable. À un moment donné, je suis avec Gilles Duceppe, puis on commence à parler de théâtre. Et il dit, ça me fait du bien parler de mon père puis de théâtre. Je suis tellement tanné de parler de politique des fois. Fait que c'est des humains, là. Tu comprends-tu? C'est des humains. Je vais t'en compter une sur Justin Trudeau. OK? Je peux-tu? Ah, vas-y. OK. Justin Trudeau, il n'est pas en politique. Il est à ce moment-là dans l'Ouest, puis il est président de Katimavik, qui est un organisme pour les jeunes et tout ça. Il est de passage dans la région, puis ils me disent, veux-tu faire une entrevue de 15 minutes avec Justin Trudeau au téléjournal pour le réseau? Oui. Fait qu'il il est dans la salle de maquillage, puis il se fait maquiller. Puis les maquilleuses sont un peu gênées, puis il y en a une qui avait maquillé son père, fait que tu comprends que là, elle a le fils. Puis là, je lui dis, je l'appelle M. Trudeau, tu sais. Je dis, je fais partie de ceux qui avons connu un peu votre père, puis qui l'admirent. Il me répond, j'aime beaucoup mieux les gens qui ont admiré mon père que le contraire, ça me fait plaisir. Fait que, je trouve ça intéressant comme réponse. Et là, je lui dis, c'est quoi votre dernier souvenir quand vous étiez jeune, quand vous avez vécu à Ottawa? Écoute-moi l'histoire. À l'époque où ils habitaient, là, sur Sussex, il y a une côte qui va jusqu'à la rivière. L'hiver, il y a de la neige là, puis il allait glisser le dimanche, le père Trudeau, avec ses 3 enfants, ils étaient 3 à l'époque, avant que Michel, le plus jeune, meure. Ils glissaient tous les 3, puis Trudeau s'installait le 4e. Sur la traîne sauvage, il descendait jusqu'à la rivière. Puis il dit, mon dernier souvenir, il dit, on est sur la traîne sauvage commence à partir. Puis il dit, moi, je suis le dernier, je tiens mes 2 petits frères devant moi. Il y a peut-être 8 ans.
8-9 ans, puis je me rends compte que mon père n'est pas assis sur la traîne sauvage. Puis je regarde, puis je vois qu'il est debout en haut de la côte, puis là, on descend. Puis il dit, mon père dit, maintenant, Justin, tu es un homme, tu es capable de faire ça seul. Wow! Ben, c'est ça, wow. Ouais. Ça, c'est le genre de truc que tu n'oublies pas. Imagine le message d'un père à son fils. Je trouve ça beau. T'sais. Puis, est-ce qu'il est décédé plus tard après ça? Pas quand même. Qui? Période Trudeau. Oh, oui, il est décédé pas mal plus tard après ça. Ça fait un bout de temps. D'ailleurs, quand il est mort, il savait qu'il était très malade. Les stations attendaient qu'il meure. Puis il voyait les poteaux des médias devant chez lui. Il a appelé le directeur de l'information, je pense de CTV ou de Radio-Canada, en disant « Écoutez, je vois ça de ma chambre, je sais que je vais mourir, mais pouvez-vous les tasser parce que ça me déprime. » C'est la seule fois de l'histoire. Les boss de l'information sont parlés. Puis c'était comme un mercredi. Ils ont dit, regarde, on s'en va. Ça n'a pas de bon sens faire ça. Ça faisait une semaine qu'ils attendaient. Tout le monde devant chez eux, là, sur le Mont-Royal, près de l'hôpital. C'est là qu'ils habitaient. Puis, fait qu'ils s'en vont le mercredi. Qu'est-ce que tu penses? Trudeau meurt le jeudi, je pense, soir, ou c'était le jeudi, vendredi. Fait que là, il n'y avait aucun média. Je suis de retourner. Mais, tu sais, c'est ça. À un moment donné, il y a du respect à avoir aussi pour la personne, peu importe notre allégeance politique aussi. Ouais. Moi, je suis à la politique. J'adore la politique. J'en ai animé des débats. Là, le nombre de... J'admire les politiciens qui veulent changer et améliorer la société. C'est sûr qu'on les voit de l'intérieur. Il y en a qui sont moins forts que d'autres, mais c'est dans la vie, c'est comme ça. Là. Mais j'ai jamais... Je me souviens, à un moment donné, je faisais des débats, puis je me rendais pas compte de la couleur de ma cravate. Puis, tu sais, les cravates, en général, il y a du bleu ou il y a du rouge. Dans une cravate, là, puis quelqu'un me disait « Ah, tu as mis une cravate rouge, tu dois être libéral. » Puis un autre m'avait dit, elle a mis une cravate bleue, tu dois être... Je ne m'étais jamais rendu compte de la force de l'image. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai toujours mis des cravates Paisley, là. Tu sais, avec toutes sortes d'affaires, là, ben, tu n'as pas de couleur qui ressortent. Fait que là, c'est ça. Non, jamais être neutre. J'ai toujours voté, je trouve ça important. Puis j'ai jamais voté du même côté. Pour moi, je regarde, je fais mes devoirs, je regarde d'abord mon comté. Qu'est-ce que la personne qui se présente peut faire? Peu importe le parti, est-ce que la personne a fait une campagne, est-ce qu'elle a des bonnes idées, est-ce qu'elle est polie, pour moi, c'est super important. Après ça, je regarde évidemment le parti ou le chef ou la chef en me disant, OK, qu'est-ce que ça peut changer de mieux? Alors, vraiment, j'ai toujours fait ça, puis... Donc, ça me rappelle, tu me dis ça, puis ça me rappelle une phrase que ma professeure de journalisme, qui est Kathleen Lévesque, qui est aujourd'hui, je pense, à la presse, et puis qui fait de la politique, elle dit... Quand tu es journaliste, faut que le libéral pense que tu es péquiste, faut que le péquiste pense que tu es NPD ou que tu es l'autre parti. Il ne faut jamais que la personne sache que tu as une allégeance politique quelconque. Il faut que tu restes neutre et qu'eux autres le pensent que tu es neutre. Je veux dire une chose, le but, évidemment, c'est de gagner. Alors, je ne me cacherai pas, comme tous les autres animateurs, enfin, qui avaient pas mal de l'antenne, j'ai été approché par tous les partis. Au moment où j'ai commencé le téléjournal, là, ils m'ont tous approché, au provincial, au fédéral, pour savoir si je serais intéressé pour me présenter. Puis j'en avais parlé à Bernard de Rome parce que je l'avais croisé juste. Puis il dit, Bernard, tu as dû vivre ça. Puis sais-tu ce qu'il me dit, Bernard? Il dit, tu vas manger avec eux, mais tu fermes la porte tout de suite en disant, je vous le dis tout de suite, tu sais, tu fermes la porte. Fait que là, il dit... C'est un super gratuit. Ben, c'est ça. Non, ben, c'est ça, oui. Tu fermes la porte. C'est pas votre parti, là. C'est... La politique en tant que faire de politique, tout simplement. Puis je pense pas que j'aurais été heureux. Parce que je trouve que... Bon, j'aurais pas été heureux. Il y a la liberté qu'on a dans notre métier, quand même, tu l'as pas en politique. T'es pris avec plein de contraintes, notamment la ligne de parti. Puis qui va être chef ou pas chef. Puis tu te fais agresser aussi. Là. Aujourd'hui, c'est rendu là. Oui. Ça, c'est une chose, j'ai été chanceux. J'ai évité le pire parce que si je vivais aujourd'hui ce que j'ai vécu au début, probablement que dans les médias sociaux, je me ferais traiter toutes sortes de noms pour certaines choses, comme tout le monde. Mais j'ai pas eu... Tu sais, je suis assez vieux pour pas avoir vécu ce début-là là, d'insultes. J'ai eu des menaces, là, mais
Ah oui? Des petites affaires. Oh, ben écoute, t'en as toujours par téléphone, par lettre. T'as des... C'est aussi... Il y a des gens qui s'essayent, tu sais, je veux dire, sur n'importe quoi. Donc, il faut que tu sois capable de fermer la porte. Puis, ben, à Ottawa, il m'a donné un animateur qui s'était fait tirer en sortant à CTV. Brian Smith, il se fait tuer. Mais il sortait avec Max Keeping. Et c'était les deux stars de CTV, du bulletin de 18h. Il s'est fait tirer dans le stationnement. Puis, de fait... il devait tirer Max, puis d'habitude, Max sortait le premier, mais l'autre est sorti devant, puis c'est lui qui a eu la balle. Le gars est en prison encore, je pense. Bêtement. Fait qu'à partir de ce moment-là, il y a eu des mesures de prise plus pour protéger les gens qui étaient à l'antenne en disant... mais y avait-tu une raison ou... Apparemment, c'est un fou illuminé qui l'aimait pas. Je veux dire, je n'ai pas en tête, je voudrais pas dire des bêtises, mais c'est pas un acte terroriste. OK. C'est quelqu'un. C'est pas une représailles, c'est juste. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut faire attention aussi. Oui. Et quand tu as pris ta retraite de Radio-Canada, comment ça s'est passé? Comment tu es arrivé à dire, bon, ben là, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est le fait que, bon, j'ai fait le tour du jardin? Non, pas du tout. Ben, je vais dire la vérité. C'est arrivé en 2013. Ça faisait 16 ans que je faisais le téléjournal. Et je sentais, les patrons changent. Il y a un vent de renouveau. Tu le sens. Tu sens que toi, tu es capable encore, parce que tu aimes ça, parce que je ne pourrais jamais dire que je suis rentré en n'aimant pas ça, là, peu importe, mais que tu sens ça. Puis là, je me suis dit, OK, j'ai pas fait le tour du jardin, mais pour certaines personnes, je l'ai fait. Donc, je vais essayer de faire la sortie la plus harmonieuse possible. Là, j'avais proposé de faire 4 émissions d'1 heure sur mes souvenirs, puis ils l'ont fait. Ça s'appelait Les années Picard. Fait que c'était des événements. Je partais de, mettons, 4 personnes qui m'avaient, mettons, Gisèle Lalonde, Jacques Martin, des gens que j'avais côtoyés pendant toutes ces années-là au téléjournal. Puis je racontais des anecdotes, puis on a fait vraiment quelque chose d'intéressant. Ça m'a fait vraiment plaisir, puis je pense que ça fait plaisir aux auditeurs. Donc, je voulais vraiment sortir harmonieux. Puis, ils m'ont dit, regarde, on va créer une nouvelle émission à la radio le midi. Tu vas repasser de la télé à la radio, puis tu vas faire cette émission-là. C'est en la commençant avec Michel Denis, qui a été un très, très grand réalisateur qui est à la retraite, qui est le père de Marie-Maude à Enquête. Oui. On a travaillé tellement sur des émissions ensemble puis sur des élections. Plus qu'on faisait l'émission, plus que je me rendais compte que j'aimais ça, mais j'avais les mains attachées parce que la société change. Puis je me disais, regarde, t'es rendu à un certain âge. Moi, je ne pensais pas du tout à la retraite. Dans ma tête, je m'en allais enseigner parce que j'ai enseigné à temps partiel. Et mon dernier invité, genre en avril, en ondes, c'est Ronald Casa, qui est avocat connu. Puis Ronald était président d'Unique FM. Et en ondes, je fais l'entrevue, puis il termine en disant, toi, Michel, tu as l'air de tellement aimer la francophonie puis la communauté. T'aimerais pas ça, venir travailler avec Unique FM pour nous? Fait qu'il m'a embauché en ondes. Et quand l'émission s'est terminée, on s'est reparlé après. Mon patron me fait venir, il me dit, ben là, je sais pas ce que tu as décidé de faire, ça serait une belle sortie. Fait que finalement, je te dis, là, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis bon, ben j'ai pris quelques mois de vacances, puis je suis arrivé à Unique, puis regarde, depuis 2014, je veux que cette station fonctionne. Moi, je crois au communautaire. On est en équipe, tu le fais, tu le sais, chacun a ses forces. Il faut développer ça, puis il faut y mettre son cœur. Moi, je crois à ça. Parce que je te vois arriver tous les matins, encore, tu fais 4 après-midi, mais tu arrives le matin autour de 10h30, 11h, comme moi, je commence. Quand tu commences à 6h, là, je t'écoute là, avec un café, puis je suis déjà dans l'ordi en train de booker dans ma tête qui va être les invités et les chroniqueurs, je te le jure. Puis j'arrive juste. Parce qu'il n'y a pas on est seul, tu es seul toi aussi. Il faut comprendre, les gens, l'émission, on l'a bâtie soi-même. C'est pas comme une station un peu plus grosse. Mais en même temps, si tu ne prépares pas, c'est comme toi, si tu ne prépares pas ton émission, il ne va rien avoir dedans. Là. Non, c'est ça. Il faut que tu y penses. Je pensais, mettons, hier, cette semaine, c'était le Titanic. Fait que je me suis levé, le Titanic, 110 ans, je vais faire jouer la toune de Céline Dion. Ça va me permettre de raconter l'anecdote sur le naufrage. Mais je pense que ça fait plaisir aux auditeurs qui ont vu le Titanic puis qui aiment Céline. Peut-être tu comprends-tu, je le faisais dans cet esprit-là. Puis, c'est drôle parce qu'on a 2 émissions avec 2 mandats qui sont totalement différents. Moi, c'est plus musical, plus avec des chroniqueurs. Justement, on parle de... Là, tu réveilles les gens, moi, je les endors. Mais j'ai toujours trouvé que tu avais une voix réconfortante.
une voix de radio que j'aimerais avoir, que j'ai pas. C'est ces espèces de voix rondes, ces voix d'une amplitude vraiment... C'est technique, mais j'ai toujours trouvé que les animateurs, comme tu parlais d'Henri Bergeron, René Le Cavalier, il y avait des voix que moi, je qualifie de voix de radio. Ouais. Ben ça, je pense que c'est une chance. Écoute, ma voix est devenue plus grave en vieillissant. Ça, tu vas voir, puis à un moment donné, elle va devenir un petit peu rauque. Puis c'est là qu'il faut que tu arrêtes. Parce que t'en as là-dedans qui, vers la fin, même Richard Garneau, qui est probablement l'une des plus belles voix radiophoniques, Absolument, oui. Quand il commençait à se rapprocher des 80 ans, c'est normal. Écoute, tes cordes vocales, mais c'est un métier, ça a l'air banal, c'est comme un athlète. Si tu fais bien des excès, tu ne dures pas aussi longtemps. Impossible. Alors, ce que j'ai eu à, comme j'ai fait attention sur plein de choses. Puis je suis gourmand, puis j'aime prendre un verre de vin, je suis un humain. Mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de mettre des balises. Et puis, comme je te dis, je sais pas si j'ai dit ça la semaine passée, je dis, le mot retraite, ça n'a pas l'air d'être dans ton vocabulaire. Ça me fait peur. Sylvain, le mot retraite, pour moi, c'est comme mourir. Alors, je me dis, ce qu'il ne faut pas faire, parce que j'ai vu que ça autour de moi, des gens qui avaient hâte d'être à la retraite, mais qui n'avaient pas d'après-retraite dans leur tête. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut continuer dans son métier. Je te jure que je vais faire du bénévolat quand ça va arrêter dans quelque chose que j'aime. Exemple, travailler dans une bibliothèque municipale le samedi matin à prêter des livres. J'aime les livres, j'aime les humains. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Je ferais, mais je ne serais pas assez généreux pour dire je donne mon nom pour aller travailler avec la Croix-Rouge en Ukraine. Ça, j'avoue, j'aurais vraiment peur. J'admire les gens qui sont comme ça, j'admire. Mais quelque chose qui est plus dans ton domaine, je vais me tenir actif. Je vais rentrer, tu sais, les clubs, là, ce qu'on appelle des clubs. Moi, jouer au Scrabble, jouer aux échecs, je veux rejouer au bridge. Tu sais, tu choisis quelque chose que tu aimes. Des choses que je ne ferais jamais, c'est des trucs en groupe. Moi, je suis genre, je pars à vélo tout seul. J'aime les trucs pour... fait que je ne ferais pas partie d'un club de vélo pour animer le groupe. Je l'ai fait. Donc, mais ça me fait peur. Le mot retraite me fait peur. Parce que, en général, les gens meurent. Ils tombent à la retraite. Tu sais que ce qui nous fait vivre, c'est l'adrénaline. Ça, c'est prouvé, c'est dans notre corps. Puis l'adrénaline vient avec le travail ou les responsabilités. Fait que quand les gens tombent vraiment à la retraite, cette adrénaline-là qui est gardée vivant, là, parce ils ont des habitudes, ils socialisent un peu, ils vont au restaurant. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, puis oui, ils oui. performent, puis des fois, ils sont contents, pas contents. Ça, c'est de l'adrénaline. Tu l'as plus. Fait que là, après une semaine, 2 semaines, tu n'as plus ça. Puis là, ton corps pourrait se laisser aller. C'est ça qui me fait peur. Oui, j'ai eu mon père qui est dans les mêmes âges de 69 ans aujourd'hui, qui me disait, je sais pas, papa, pourquoi t'arrêtes pas? T'as travaillé 90 heures, t'en parles. Il avait peur? Ben oui, quand il a été propulsé vers la retraite, littéralement. Et puis, quand il est arrivé, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis habitué de me lever à tous les matins, à telle heure, puis de travailler tant et aussi longtemps que j'ai du travail à faire. Après ça, qu'est-ce qui va arriver? Je ne le sais pas. Et puis, il y a eu vraiment une période de littéralement de peur. Puis là, aujourd'hui, il me dit, finalement, je pense que je vais retourner travailler parce que je travaille plus que ce que je faisais, parce que les gens lui demandent, t'as du temps, t'es à la retraite, peux-tu venir faire ci ou ça? Puis il me disait, si j'arrête, je fige. Bon, de la retraite et compagnie, mais si j'arrête, je fige. Puis, il y a une dimension aussi aujourd'hui, on est dans une pénurie de main-d'œuvre incroyable. Oui. Peu importe. À l'époque, c'est vrai, dans mon temps, là, je remonte avant 50 ans, on était presque sûr d'avoir une job parce que le Québec se bâtissait, tu sais, la société était plus jeune, les jobs venaient d'ouvrir partout, là, dans tous les domaines. Puis là, à un moment donné, 10-15 ans plus tard, ça a été extrêmement difficile. Il y a une génération, là, les 30-35 jusqu'à 50-55, là, ils ont ramé fort. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Tu ne prends plus la job de quelqu'un. Tu ne prends pas la place de quelqu'un si tu es plus vieux. Je suis capable de servir du café chez McDonald's, là, moi. Tu sais, sincèrement, je ne dis pas que c'est ça que je ferais, mais si j'en avais besoin, j'aurais pas honte de faire ça. Vraiment pas. Tu sais, je trouve ça très beau, les aînés il y en a qui le font parce qu'ils sont obligés pour gagner leurs sous. Puis je lève mon chapeau. Puis ceux qui le font juste pour socialiser, je lève mon chapeau parce que ça les garde actifs. Puis là, on le voit en santé, le nombre de trucs qu'on peut faire. Accompagnateur, tu sais, plein de choses que tu peux faire. Puis évidemment, idéalement, si tu as les moyens, tu fais du bénévolat parce que tu redonnes à la société puis tu ne coûtes rien, en théorie. Donc, regarde, oui.
tu rêves encore, justement, Parce que là, le 70 est arrivé. Ouais, ben, c'est un choc. Là, oui, ça a été un choc pour toi parce que, bon, on a des rêves. Je t'écoute, puis je me dis, bon, à un moment donné, est-ce que... Bon, t'es en super forme encore. Mais quand t'aimes ce que tu fais, tu veux pas que ça arrête. C'est ça. Écoute, c'est comme être en amour ou avoir de bons amis. Tu veux pas que ça arrête. Tu veux pas. Mais je sais, c'est cartésien, là, ça va arrêter. Ce que tu veux pas, c'est que d'autres t'arrêtent. Dans le fond, la sagesse, c'est de s'arrêter soi-même au bon moment dans un genre de win-win. Fait que ça dépend de beaucoup de choses. Pour les gens plus jeunes, est-ce que les enfants sont élevés? Est-ce que tu as des responsabilités financières hautes? Exemple, aider ta mère, ton père en résidence. Et c'est une responsabilité financière aussi. Ça peut être pour d'autres personnes, quelqu'un qui est handicapé, des amis qui ont besoin de toi. Tu sais, il y a plein de facteurs. La géographie. Des fois, tu vas déménager, c'est pas parce que ça te tente. J'ai vu des gens faire ça. Donc, tu y penses. Mais je te jure une chose, jamais je vais fader out. Je ne veux pas fader out. Comme on dit, être un has-been. Tu continues à chanter, mais tu n'as plus de voix, tu ne te souviens plus des paroles de ta chanson. Puis finalement, les gens, ils t'admirent encore parce que tu es vieux, mais dans le fin fond, ils disent, ben là, peut-être qu'il serait temps de... Il était dépassé. Ça, je ne veux pas vivre ça. Donc, je me dis, j'y vais Moi, j'ai toujours été une saison à la fois. Tu sais, comme dans ma tête, j'espère revenir une autre saison à Unique FM pour continuer à bâtir en équipe, ce qu'on essaie de faire pour la communauté. Parce que j'aime l'équipe, j'aime les collègues, tu comprends? Mais je vois une saison à la fois. Puis si à un moment donné, il se passe quelque chose, puis ça peut être positif, c'est clair que, tu sais, je laisse la place. Là. Écoute, je sais que ça va arriver. Là. Ça, c'est clair. Je ne serais pas ici. Je dirais, tu fêtes tes 60 ans de carrière. J'en douterais. Quoique Aznavour est mort à 92 ans. Pas me comparer, là, mais... Et il chantait encore. Ben, il chantait encore. C'est hallucinant. Hein? Oui. C'est de voir des forces de la nature comme ça. Mais tu disais tantôt que la retraite te faisait peur. Est-ce que la mort te fait peur? La souffrance, un peu. La mort, non. La souffrance, dans le sens que j'ai combattu un cancer, j'ai été super chanceux de peau, donc j'ai appris ça il y a quelques années. Je remercie l'hôpital de Buckingham, ils m'ont refait les mains. Entre deux pandémies, j'avais les mains comme ça. Et là, mes mains ont été refaites grâce à l'équipe ici, là, je le dis, l'hôpital de Buckingham, chapeau, incroyable. Des humains, du chirurgien à l'équipe sur le terrain, là, je les admire. Mais, je veux dire... Quand j'ai appris que j'avais le cancer, là, je me disais, ça peut pas être moi. J'ai tellement couvert de gens qui allaient mourir ou de gens qui allaient être sauvés. Puis là, c'est toi là, qui les a, les mélanomes. C'est toi qui vas passer sous le bistouri. Puis un de mes cancers était sous le nez. Tu sais, ça paraît pas, là. Oh, puis c'est que j'ai été prêt à temps. Je remercie le bon Dieu. De la dermatologue à l'équipe de l'hôpital, le CHUM dans ce cas-là, parce que c'est juste eux qui opèrent. Puis ils ont tous gratté ce qu'il y avait à gratter. Est-ce que ça peut revenir? Absolument. Tout le monde est... Mais la souffrance me ferait peur dans le sens étiré. Ça doit pas être le fun. Moi, je signerais tout de suite le papier. Mais on peut pas faire ça, là. Non. Là, le droit à mourir, là, c'est super compliqué, là. Oui, super. Ma mère a l'Alzheimer. Hey, je veux-tu terminer de même? Tu sais, je vois, là, puis je me dis, je pourrais. Si c'est plus ça que la mort, c'est inévitable. Est-ce que tu es genre à passer une belle vie. Je serais tellement égoïste de dire ça n'a pas de bon sens. Écoute, j'ai été super choyé. Tu parles d'Alzheimer, est-ce que tu es genre à passer des tests justement pour savoir si tu es propice à ça? Non, j'en ai jamais passé. Si tu remarques des choses en honte, tu me diras. Des fois, j'ai des pertes de mémoire, mais ça, c'est normal en vieillissant. Je sais pas si tu en as, mais plus qu'on vieillit, on a des petites pertes de mémoire. Non, écoute, d'ailleurs, ma médecin qui est de Buckingham, d'ailleurs, aussi, me disait, écoute... Dès qu'il y aura des indices, tu vas voir des trucs de base. Là. Tu te lèves le matin et tu oublies de mettre des chaussures. Je veux dire, il y a des affaires grosses là, qui arrivent, puis c'est des déclencheurs. Fait que... Aussitôt qu'il y a des drapeaux rouges qui vont se lever. Il y a des drapeaux rouges, puis bon, l'Alzheimer va frapper plein de gens, là, ça c'est sûr, c'en est une. Le Parkinson, d'autres. La SLA, tu ne vas pas être prêt avec ça. Quand tu commences à tout énumérer, tu ne vivrais plus. Fait que moi, à un moment donné, chaque jour, moi je fais de l'insomnie. Alors, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures par nuit, c'est clair. Je me bats plus. Alors, ce que je fais pendant ce temps-là, je pense à de belles histoires.
Puis, tu sais, je revois dans ma tête un voyage où j'essaie de me souvenir de gens que j'ai connus ou de choses que je veux faire. Tu sais, j'essaie de meubler le 2 heures. Là. Tu tournes. Puis, mais j'essaie de vivre le moment présent. Puis ça, c'est en vieillissant, ça a un bon côté. Quand j'étais jeune, je pensais plus à ce que je pouvais faire, puis de ce que j'aurais dû faire. Puis là, aujourd'hui, je pense plutôt juste comme... Là, j'étais content, je m'en venais ici te rencontrer. Je trouve ça, c'est un cadeau, faire de la télé, puis de parler à des gens. Puis j'espère que ça va faire plaisir à du monde. Puis pour moi, ça meublait ma journée avec bonheur. Tu comprends-tu? Ouais. Alors qu'avant, ça aurait été une obligation. Je disais, c'est le fun d'aller là, mais regarde, en même temps, je peux pas balayer mon perron, je peux pas aller faire mon épicerie. Tu sais, on est le même dans les humains, là. Je veux dire, ce qui me manque, c'est de jouer au hockey. J'ai joué au hockey toute ma vie dans des équipes de garage, après avoir joué à midget, universitaire. Ça me manque. Cette collégialité, là, parce que puis ça, les gens qui m'écoutent, qui ont fait du hockey, femmes ou hommes, quand tu rentres dans une chambre de hockey, là, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de portefeuille, il n'y a que des humains qui veulent avoir du plaisir puis jouer ensemble. Puis ça, là, c'est un sport extraordinaire pour ça. Puis sans racisme, je vais le dire, mais tu comprends, quand on est vieux, ça se passe. Alors, puis moi, j'ai toujours adoré ça pour ça. Quand tu me disais aussi, d'ailleurs, en 72, quand tu es arrivé à Saskatoon, le directeur de la radio t'avait dit il faut que il y a deux choses à faire. Est-ce que tu vas à la messe le dimanche? Alors, il faut que tu ailles à la messe. La paroisse de Saint-Albert, je pense, à l'église. Tout le monde doit te voir à la messe le dimanche. Et deuxièmement, joues-tu au hockey? Parce qu'on a une équipe de francophones dans notre quartier. On joue contre les anglophones. C'est bien important. Et ça faisait mon affaire. Aller à l'église, je suis croyant. Bon, ben, un effort, là, mais tu sais, j'allais pas toujours à l'église, mais j'étais croyant, donc, tu sais, je trouvais ça... Mais là, OK, je disais, hey, c'est quand on joue. D'ailleurs, petite parenthèse, il y avait les Blades de Saskatoon, au hockey junior. Première semaine, je suis là. On avait des matchs, nous autres, à la radio, puis il s'appelait François Riopel, le gars qui faisait les matchs. Hey, il dit, Michel, t'aimes le hockey? Il dit, c'est parce que mon analyste ne peut pas venir ce soir faire le match des Blades, c'est toi qui viens faire l'analyse. Fait que tu vis des affaires, tu as 21 ans, 22 ans. T'as beau aimer le hockey, je connaissais pas trop l'équipe des Blades, là. J'ai regardé le line-up, mais quelle expérience. Et, crois-le ou non, à l'entrée, qui est venu nous serrer la main? Gordie Howe. Parce que Gordie Howe, il est de Saskatoon. D'ailleurs, l'aréna s'appelle comme ça. À l'époque, il n'avait pas été rénové. Puis Howe était souvent là. Il venait voir les gens, puis il faisait le tour des journalistes, serrait la main. Puis je me rappelle de ses mains. Une patte. Puis il te la serre, puis il te regarde, puis il se rend pas compte que lui, il serre fort. Toi, ta petite main maigrichonne. Tu recomptes les doigts. Tu veux juste l'enlever, puis lui, il le fait par chaleur humaine, tu sais. Mais tu vois, c'est des choses que tu vis et que tu vivrais pas si tu faisais pas ce métier-là. Non. Écoute, une des affaires qui changent, c'est que on allait en tramway. On n'avait pas d'auto. Ouais. Aujourd'hui, au moins, j'ai une auto. Je peux y aller en char. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous, d'avoir raconté toutes ces anecdotes-là. C'est 50 ans de carrière, mais ça a l'air d'avoir passé tellement vite. Je veux juste dire merci aux gens avec qui j'ai travaillé. Parce que sans équipe, tu n'es rien là-dedans. Fondamentalement, il faut que des humains qui t'aiment, il faut que tu les aimes, puis il faut que tu aimes l'auditoire, puis il faut que ça se fait des deux bords. Fait que merci. Pour paraphraser la poune en terminant, j'aime mon public et mon public m'aime. La poune qui prenait une bière tous les matins à jeun à 7 heures. Ça la partait comme il faut. Merci beaucoup, Michel.